Bonjour et bienvenue dans cette émission du 26 septembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, toujours dans l'analyse de la guerre de 5e génération, nous allons aborder un cas pratique portant sur une question que nous avons abordée au cours de la semaine dernière, celle de ces programmes de sexualisation des enfants à l'école. Et à la faveur d'une émission assez surréaliste à vrai dire, qui s'est déroulée à la radio suisse romande dimanche passé, donc avant-hier, dans le cadre d'une émission appelée Les Beaux Parleurs, on ne se flatte jamais si bien que de soi-même, et où Slobodan Despot, essayiste, écrivain, directeur de la rédaction de l'Antipresse, s'est retrouvé face à Colline de Senarclan, une spécialiste des questions de genre, dans un échange extraordinairement illustratif par rapport à la réalité de la guerre de 5e génération. Et donc je vais vous présenter quelques extraits de l'émission pour vraiment que nous puissions décortiquer, décrypter ensemble comment et où cela se joue. Alors, Madame de Senarclan est une militante féministe et animatrice de radio. Elle a initié la Marche des Salopes à Genève en 2012. Elle se définit elle-même comme féministe, gauchiste, antiraciste. Et donc, elle était présente sur le plateau pour interagir avec Slobodan Despot, lequel, ayant travaillé étroitement avec Ariane Biran et d'autres experts, ayant été attentif à ce qu'avançaient des pédopsychiatres comme Régis Bruno et tant d'autres, a apporté la contradiction par rapport à ces nouveaux programmes qui, prétendant faire de l'éducation sexuelle, sexualisent en réalité les enfants. Alors, si vous n'êtes pas très au courant de ces enjeux et de ce sujet, je vous réfère à un excellent article qui vient de paraître sur le très bon site covidhub.ch où vous trouverez vraiment une très bonne synthèse de cette question telle qu'elle se pose aujourd'hui, mais donc avec un mouvement de résistance des parents et des milieux professionnels de protection de l'enfance et de psychologie du développement de l'enfant face à ce qui est identifié très clairement comme une nocivité de ces programmes. Lesquels, bien sûr, ne sont pas présentés comme étant des programmes de sexualisation et de pornographie visant à rendre les enfants perméables à la pédophilie. C'est bien sûr enrobé de bonnes intentions, il s'agit d'éduquer, il s'agit de sensibiliser à la réalité des abus, mais avec des contenus et une intention et des références pseudo-scientifiques qui posent problème de multiples manières. Alors, les échanges sont vraiment très instructifs, donc passons le premier extrait. Slobodan Despot. J'ai reçu, comme tout le monde, le matériel sur le préparatoire à cette discussion et j'ai regardé la manière dont la chose était présentée. Alors, il y a quand même un gros pan du problème qui a été complètement éliminé par les médias. Lequel ? C'est le fait que c'est pas seulement des associations catholiques et islamiques qui se sont opposées, mais également des pédopsychiatres, des spécialistes de la petite enfance. Et j'ai suivi ce débat, d'ailleurs nous avons publié dans l'Antipresse un dossier là-dessus. J'ai suivi en particulier l'avis du docteur Régis Bruno, qui est un pédopsychiatre français, qui a écrit un livre sur la protection de l'innocence des enfants et qui est expert psychiatre en cour d'assises sur les crimes sexuels contre les enfants. Le docteur Bruno, comme beaucoup de médecins, s'oppose catégoriquement à la sexualisation des enfants. Or, on ne parle pas de sexualisation des enfants. On ne parle pas de sexualisation des enfants, on parle d'information. Je n'ai interrompu personne. Oui, mais vous diffusez des informations qui me semblent complètement erronées et qui, en fait, pour moi, c'est de la fake news que vous êtes en train de dire. Donc, je préfère juste dire que, personnellement, je considère que ce que Slobodan Despot est en train de dire, c'est une diffusion d'informations fausses. D'accord. Il faudra peut-être dire que les pédopsychiatres, experts des tribunaux... Il y a beaucoup de pédopsychiatres qui sont en faveur de l'éducation sexuelle. Ils sont majoritaires et les experts sur la question... C'est curieux, mais on n'arrive pas à finir une phrase, là. Il y a comme qui dirait un petit point. Allez-y, Slobodan, allez-y. Alors, qu'observe-t-on d'emblée dans cet extrait ? C'est l'impossibilité pour Slobodan de développer son propos. Alors, que Madame de Senarclan, comment dirais-je, conteste, par exemple, la définition que donne Slobodan autour de cette idée de sexualisation des enfants, pourquoi pas ? Ça fait partie du débat d'idées. Mais on voit qu'aujourd'hui, nous n'en sommes plus là.
C'est-à-dire que cette dame n'écoute pas Slobodan Despot pour lui répondre après en disant « Je ne suis pas d'accord avec votre expression sexualisation des enfants, ça n'est pas ça qu'il s'agit, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » Elle intervient tout de suite pour dire « C'est des fake news, je ne peux pas vous laisser dire cela. » Donc, elle cherche à le priver de la possibilité de le dire. Et ça illustre vraiment le fait que aujourd'hui, les gens qui sont captifs de la doxa civilisationnelle, parce qu'on a beaucoup parlé de la doxa du Covid, mais il y a une doxa des cours de soi-disant éducation sexuelle à l'école, ne peuvent entendre aucune réserve, ni aucune précaution, ni aucune prudence. C'est-à-dire qu'aucune objection ne doit pouvoir être admise dans l'espace public. Et d'emblée avec des étiquettes qui sont extraordinairement désobligeantes, fake news, vous verrez qu'il y en a d'autres par la suite. Et donc cette tentative empêchait de rendre impossible le débat. Extrait suivant. Je disais donc qu'il y avait un petit problème là-dedans. Le docteur Bruno considère que la sexualisation des enfants, donc pas des adolescents, c'est un marqueur d'agression pédophile. Or, le programme Evras, comme d'autres programmes en Suisse. Mais qu'est-ce que vous appelez la sexualisation des enfants sont basés sur les standards pour l'éducation sexuelle diffusés par l'OMS depuis 2010 en Europe. Ce sont des standards à l'attention des éducateurs et des systèmes scolaires. Ils ne sont pas adressés aux familles. Ils ne sont pas adressés aux parents. Ils sont adressés aux pédagogues, aux structures scolaires. Donc, ils dissocient complètement l'éducation sexuelle des enfants de leur milieu parental. Dans le programme Evras, il est dit notamment que les cours de ce genre peuvent survenir à tout moment et que les familles n'en seront pas informées. C'est une des raisons pour lesquelles ces familles se sont opposées. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que je veux bien qu'on fasse des expériences. Je veux bien qu'on ignore que dans les standards sur l'éducation sexuelle des enfants, dans les standards de l'OMS, commence à 0 ans avec... Je lis dans le document de l'OMS que, en termes de sexualité entre 0 et 4 ans, les compétences que les enfants doivent acquérir consistent notamment à exprimer ses propres besoins, désirs et limites, par exemple en jouant au docteur. Si ça, c'est pas de la sexualisation, je ne sais pas comment cela s'appelle. Mais c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, Slobodan. Mais tout le monde a joué au docteur, c'est pas la peine de le systématiser. Dernier point. Donc il faut pas en parler. Vous pouvez la sexualité, il faut juste pas en parler. Dernier point, tout ceci. Alors, là, nous sommes également au cœur du sujet. Parce que, au fond, Slobodan énonce 3 objections majeures. Le premier, c'est l'origine des textes. L'OMS, ça passe par-dessus les États, ça cascade et ça se diffuse naturellement dans le paysage sans qu'on prenne le temps de réfléchir au contenu. La deuxième chose, c'est que ça se fait à l'écart de la conscience et de l'adhésion des parents. Donc, ce qu'il a évoqué sur cette réalité d'Evras, c'est-à-dire que pour se soustraire à l'opposition éventuelle de certains parents, l'école décide de ne pas annoncer quand auront lieu ces cours et de les donner de force, pose un problème évident en termes de confiance entre l'institution et la cellule familiale privée, et de l'utilisation éventuelle de l'institution pour des causes qui débordent de l'instruction. Pourquoi parle-t-on de sexualisation des enfants ? C'est parce que tout le problème de ces programmes, qui ont bien sûr des volets intéressants sur le plan émotionnel, relationnel et affectif, on ne prend pas des mouches avec du vinaigre, mais c'est qu'ils glissent dans ces programmes quelque chose qui relève littéralement de la sexualité des adultes. Et l'échange qui vient de se produire est très éclairant à ce sujet. Que les enfants jouent au docteur, ma foi, c'est parfaitement naturel. Moi-même, j'ai des souvenirs assez émerveillés, je dois avoir 4 ou 5 ans, de ces moments d'exploration et de découverte. Et peut-être que l'exemple de Slobodan n'est pas le mieux choisi. On parle aussi dans ces textes d'apprentissage de la masturbation infantile. Mais voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que les enfants, entre eux, se débrouillent pour jouer au docteur et trouvent ça intéressant et amusant et agréable, c'est une chose. Mais que l'école se targue ou se charge de les faire jouer au docteur, comme on l'a vu récemment dans des jardins d'enfants en Allemagne, est parfaitement scandaleux parce que c'est une intrusion des adultes dans le développement de l'enfant. Et il faut rappeler qu'un petit enfant ne se masturbe pas. Il explore son corps
Le cas échéant, il découvre des sensations agréables, mais il ne se masturbe pas comme le fait un adulte avec la recherche du plaisir sexuel et de l'orgasme comme finalité. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Et là, effectivement, Colline de Sonarclan tombe dans le panneau où elle dit « Si vous êtes opposé à cette effraction psychique des enfants parce que c'est ce dont il s'agit, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de quoi que ce soit et donc que vous êtes des prudes ou des arriérés, alors que ça n'est absolument pas la question. » Passons au 3e extrait. Tout ceci est bien beau, mais c'est complètement illégal. Parce que ce sont des recommandations. Tandis que nous sommes tous les pays d'Europe sont signataires de la Convention internationale pour les droits de l'enfant. Et la Convention internationale pour les droits de l'enfant spécifie dans plusieurs articles, notamment l'article 5 et l'article 14, la responsabilité des parents sur l'évolution, sur l'éducation, la conscience et les croyances de leurs enfants. Si vous voulez, je peux citer les passages qui le disent. Donc je recommande ici à toutes les familles qui seraient confrontées à de tels programmes d'éducation sexuelle de porter plainte contre l'école. En fait, ça met en avant une chose qui est vraiment importante à dire, c'est qu'en fait, il y a énormément de ces milieux qui s'attaquent à l'éducation sexuelle, qui est notamment donnée par des expertises comme Santé sexuelle suisse, l'OFSP, l'OMS, etc., viennent de milieux conspirationnistes. Il y a des théories conspirationnistes, mais bien sûr, et c'est vraiment pas... Enfin, je veux dire, il suffit d'aller vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment très très simple à trouver. J'étais récemment à une journée d'éducation sexuelle dans laquelle se sont intégrées des personnes qui, ensuite, je suis allée regarder sur Internet, donnaient des conférences sur l'éducation sexuelle dans des consortiums conspi, anti-vax, etc. Le collectif Parents Suisse qui est à la tête de cette lettre pour empêcher justement les enfants d'aller à des cours d'éducation sexuelle, ils ont démarré sur des théories anti-vax, ils ont démarré avec ils sont soutenus, leur lettre fait état de, disent qu'ils sont bien renseignés, parlent des théories queer, parlent aussi justement de la volonté de sexualiser les enfants à des fins pédophiles, etc., etc. Quand on analyse un petit peu ces discours et quand on voit d'où ils émanent et qu'est-ce qu'ils invoquent comme théorie, on voit très très vite qu'il s'agit de théories conspirationnistes. Et je pense que ce que Slobodan Despot vient de nous dire en était une preuve flagrante. Non, je n'ai fait que citer les lois existantes, les conventions que nous avons. Il y a aussi des lois qui prévoient que l'éducation sexuelle et affective rentre dans le cadre d'une santé sexuelle holistique et qui concerne également les enfants qui ont aussi le droit d'avoir une éducation sexuelle et une santé sexuelle. Jusqu'ici, les parents, jusqu'à l'âge adulte, ont la responsabilité de l'éducation de les parents de leurs n'ont enfants. pas tous les droits sur leurs enfants. Il y a un cadre légal et le cadre légal fixé par la impose Convention aux parents internationale notamment de leur offrir une santé. Oui. Alors là encore, c'est diablement intéressant, parce qu'effectivement, cette dame déjà se réfère à des cercles, Santé sexuelle suisse, l'OMS, l'OFSP, mais en ignorant totalement que ce ne sont plus des cercles fiables. Déjà, parce que l'ensemble des services de protection de l'enfance, qu'il s'agisse sur le plan judiciaire, sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, sont malheureusement infestés de personnes aux tendances pédophiles. Ce n'est pas du tout une théorie du complot, tous les spécialistes le savent, il y a énormément de surdité et de gens qui finissent dans ces différents métiers qui eux-mêmes ont des problèmes avec ça. Donc l'OMS, c'est comme si on dit « Ah mais la gestion sanitaire, c'était très bien de la confier à l'OMS parce que l'OMS est une institution très vertueuse. » Non, c'est une des plus corrompues des institutions. Et si on prend 2 minutes le temps de se pencher sur la dynamique de ces institutions et de ces programmes, on voit quelque chose de totalement différent. Et les programmes en question visent à l'éducation sexuelle et au plaisir en se basant sur une pseudo-science issue d'expériences pédocriminelles, comme je l'ai déjà présenté dans différentes émissions, et donc cette personne ne sait juste absolument pas de quoi elle parle. Mais je vois bien que dans son esprit, elle est dans le camp du bien. Elle voit M. Despot et les différentes associations de parents comme des arriérés, comme des complotistes, comme des antivax. Maintenant, qu'est-ce que pour Madame de Sonarclan un complotiste ? L'histoire est une succession de complots. Donc qu'est-ce qu'un complotiste ? Qu'est-ce qu'un antivax ? Quelle est la définition qu'elle donne à ces termes ? Et là, on voit qu'il n'y a aucune complexité de la pensée. Ce sont juste des étiquettes, on est presque dans l'éthologie. Voyez ? Parce qu'elle ne peut pas interagir sur le fond de la question, elle brandit des étiquettes, on voit qu'elle est sous stress, et donc c'est une réponse d'agression, complotiste, anti-vax, fake news, donc l'affaire est close. Et ce faisant, elle se met au service de quelque chose de très grave. Alors, je vous renvoie au magnifique
analyses de maître Virginie Delaroreca, qui est avocate et très mobilisée sur cette question. Mais sur le plan juridique, il y a un ordre qui repose sur le bloc constitutionnel. C'est-à-dire que le bloc qui est inviolable, c'est la Constitution. Ensuite, les États concluent des conventions internationales contraignantes, puis passent des lois, puis il y a des principes généraux du droit, jurisprudence, règles non écrites, et puis ce qu'on appelle le bloc réglementaire, c'est-à-dire les décrets, les arrêtés, les circulaires, et puis encore, de manière plus légère que ça, des recommandations ou des directives. Et ce que dit Madame de Senarclan, alors que Slobodan Despot se réfère à la Convention internationale sur les droits de l'enfant, donc on est très près du bloc constitutionnel dans le bloc conventionnel. C'est-à-dire que c'est très solide, c'est très lourd sur le plan juridique. Elle dit, en définitive, oui, mais il y a des directives qui, elles, disent autre chose. Mais attendez, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Vous ne pouvez pas invoquer une directive pour violer le bloc constitutionnel ou la Convention des droits de l'enfant. Et bien sûr que l'éducation des enfants, la responsabilité des enfants incombe aux parents et non pas à l'école. L'école a la mission d'instruire, elle a la mission de protéger l'enfant pour qu'il soit en sécurité pendant le temps de vie scolaire, mais n'a pas la mission d'éduquer l'enfant. Il n'y a pas de système étatique qui soustrait les enfants à l'autorité de leurs parents et leur choix éducatif. Et donc, on voit qu'on est dans une totale confusion par rapport à ça. Et donc, effectivement, ces programmes sont illégaux face au corpus juridique. Et donc, faire passer les parents qui s'opposent, quelles qu'en soient les raisons, comme étant des arriérés ou des gens douteux ou des ennemis de la nation et de l'intérêt des enfants, est juste totalement inacceptable et relève, là encore, au sens de philosophie politique du terme, du fascisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition possible à cette idéologie qu'énonce cette personne, mais qui viole à la fois les réalités du développement de l'enfant, la réalité juridique et l'intention qui doit prévaloir au fait que, bien sûr, qu'il y a une information sexuelle, le fait que les enfants petits découvrent que que les bébés ne naissent pas dans les choux et les roses, bien sûr, mais pas en amenant de la sexualité adulte, en violant l'univers de l'enfance avec des référentiels de sexualité adulte. Dernier extrait. Évidemment, les parents peuvent être responsables de l'éducation et délèguent cette responsabilité à l'école. On vous demande pas d'apprendre les maths à votre enfant, vous déléguez. Mais pourquoi vous délégueriez pas la responsabilité de l'éducation sexuelle à l'école, alors que vous leur faites confiance pour la biologie, pour les maths, pour la philosophie, pour plein de choses? Parce que là, il ne s'agit pas de science, il s'agit d'idéologie. C'est un postulat. Il y a plein de sciences dans le sexe. C'est pas du tout l'idéologie. L'idéologie, elle est du côté des personnes qui s'opposent à l'éducation sexuelle. Le militantisme, il est du côté des idéologues qui s'opposent à ça. Je n'ai fait que citer des documents officiels et des experts psychiatres. Donc, si c'est ça l'idéologie, bon, je veux bien, mais on ne peut pas discuter. Voilà. Et donc, on reste exactement dans la même veine, et comme le relève Ariane Biran dans un article auquel je vous renvoie, où elle revient également sur cet incident ou cette interaction difficile, cette dame, manifestement, n'a aucune connaissance du développement psychique de l'enfant. Elle est sociologue, ce qui est un métier tout à fait respectable. Elle peut avoir son avis en tant que citoyenne, mais elle n'a ni aptitude, ni connaissance, ni qualification pour parler du développement psychique de l'enfant. Et on voit dans toute cette émission qu'elle est extraordinairement tendue et perturbée. Alors, ça n'est ni une attaque ni une critique, ça peut nous arriver à tout un chacun d'être tendu ou perturbé. Mais en même temps, ça révèle bien qu'il y a quelque chose qui travaille en dedans. Et une fois de plus, on voit qu'elle est totalement réfractaire à tout échange. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'arrêter même pour écouter ce que dit son interlocuteur. Et encore moins, évidemment, se poser la question de savoir s'il y aurait quelque chose d'intéressant ou de valide dans les objections. Non, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'attaque. Alors, une partie de ça, c'est la guerre de 5e génération. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, elle est captive d'une doxa qui, comme les vaccinés agressaient les non-vaccinés il y a quelques mois, l'a fait agresser quelqu'un qui n'adhère pas à ce programme. Mais de surcroît, il y a aussi forcément une résonance personnelle. C'est-à-dire que les personnes qui sont attirées par ces questions ne le sont pas par hasard. Et on trouve évidemment beaucoup de gens qui ont eux-mêmes
vécu de l'abus, du viol ou de l'inceste. Souvent d'ailleurs c'est transgénérationnel. C'est quelque chose qui peut s'être produit à une ou deux générations plus tôt. Mais si on aborde cette question avec autant de crispation, autant d'intolérance, autant de colère, autant d'attaque, on voit bien que pour elle, Slobodan Despot est un violeur potentiel dans ses propos. Et que son intention à elle, c'est de protéger les enfants du viol. Bien sûr, elle se dit pas « je vais pervertir les enfants et ça sera très rigolo de le faire ». Mais c'est là où il y a cette inversion dans la conscience. Parce que la réalité, et ça, tous les vrais spécialistes le disent, c'est que quand vous exposez des enfants avant la puberté, avant que la sexualité n'arrive naturellement dans leur vie à des contenus de sexualité adulte, à ce moment-là, vous créez cette effraction qui va ouvrir la possibilité des passages à l'acte. Et on voit aujourd'hui de plus en plus d'abus entre enfants dans les écoles primaires qui sont le résultat direct de cette perméabilité à l'univers sexuel des adultes. Et donc, c'est important de nommer ces réalités. Parce que cette idée que plus tôt on parle de viol et d'abus et de sexualité adulte aux enfants, mieux on les protège, est un contresens absolument total. Et ce que cette personne ignore de surcroît, c'est pour ça qu'elle n'a que la ressource de l'étiquetage et de l'insulte, c'est que les programmes en question, c'est tout le travail qu'a fait Ariane Biran et d'autres depuis des années et que nous sommes très nombreux à faire connaître aujourd'hui. Mais donc que toute la pseudo-science à l'origine de ces programmes vient du docteur Alfred Kinsey, père de la théorie du genre, qui est une réalité sociétale dont Madame de Senarclan se réclame elle-même sans en connaître l'origine. Et donc, le docteur Alfred Kinsey en question, qui est encore cité comme référence explicite des organismes de planning familiaux internationaux qui inspirent l'OMS et l'OMS elle-même, pratiquait la torture et le viol sur des nourrissons au nom de la science. C'est ça la réalité de l'univers dont s'inspirent ces chevaux de Troie insérés dans des programmes qui ont l'air d'être relativement acceptables à première vue. Mais dès qu'on gratte, dès qu'on creuse, on a quelque chose d'extraordinairement violent pour le psychisme des enfants. Et on a de plus en plus de retours de parents qui disent que leurs enfants ont été traumatisés par les cours en classe. On a eu ces exemples en France, où des malheureux, alors c'est pas des enseignants, c'est du personnel externe, mais qui expliquent qu'une fille peut sucer le pénis d'un garçon dans une classe d'enfants de 9 ans, ou que le sexe peut se faire dans les fesses, ou que, vous voyez, les enfants, non. Il faut ne pas les violer avec ces réalités qu'ils découvriront à la puberté avec grand intérêt et grand bien leur en fera, mais auxquels ils ne doivent surtout pas être exposés. Et c'est la raison pour laquelle Ariane Biran est tellement opposée à l'idée d'éducation sexuelle. Il n'y a pas d'éducation à donner pour la sexualité parce que c'est une valence naturelle du vivant qui s'éveille toute seule à la puberté. Qu'il y ait de l'information au moment où les gens sont mûrs, bien sûr, mais pas décalée des années avant d'une manière qui va venir faire effraction dans le psychisme. Et donc nous avons de plus en plus de témoignages de personnes. Ariane Biran et maître Virginie de Arorecchia ont d'ailleurs lancé un appel à des témoignages de parents. Et de nouveau, il s'agit juste d'attester de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Alors rappelons pour terminer le côté absolument totalitaire. De nouveau, c'est du fascisme au sens littéral du terme. Alors je rappelle que l'abominable docteur Alfred Kinsey, qui est financé par la Fondation Rockefeller et qui est encore la référence implicite de ces programmes, a collaboré avec un tortionnaire nazi, le docteur Fritz von Baluzek, qui lui-même avait pratiqué les viols d'enfants dans des conditions abominables qu'Ariane Biran a déjà relatées. Et il faut bien comprendre que dans un système totalitaire, soustraire les enfants à l'autorité des parents pour les donner à l'État, et on entend ce qu'elle dit, quand Slobodan Despot rappelle que les enfants, par la Convention des droits de l'enfant, relèvent de l'autorité de leurs parents, elle dit oui, mais les parents n'ont pas tous les droits. Vous voyez, c'est presque un sous-entendu, ils n'ont pas le droit de les violer. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas tous les droits, mais la responsabilité éducative en leur âme et conscience leur incombe. Et ça n'est pas à l'école, ça n'est pas à l'État, ça n'est pas à des mouvements idéologiques, parce que bien sûr que c'en est de court-circuiter ce processus. Alors je vous renvoie, si cela vous intéresse, à ce livre extrêmement intéressant de Mariella Collin, Les enfants de Mussolini. Elle a étudié l'évolution de la littérature enfantine sous le fascisme italien. Et on voit ça. L'État veut capter
l'ensemble de l'univers mental, cognitif et affectif des enfants pour que les parents soient dépossédés. Et c'est exactement ce que propose, sans penser à mal, j'en suis convaincu, sans avoir conscience de participer à ça. Mais c'est ça la guerre de 5e génération. C'est que vous prenez les gens en otage pour les faire agir selon les intérêts du pouvoir et pas ceux ni des parents, ni des enfants, ni des enseignants. Ou bien sûr, le livre de maître Virginie Dero-Reca qui vient de sortir, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, éducation sexuelle et changement de mœurs, parce qu'à nouveau, il ne s'agit pas de donner de l'information pour protéger les enfants, il s'agit littéralement de faire effraction dans le psychisme de l'enfant. Pourquoi ? Parce que le totalitarisme a besoin d'individus qui soient dissociés, et si les nazis organisaient le viol des jeunes garçons à large échelle, c'est parce qu'après, c'était les meilleurs soldats, ils ne ressentaient plus rien. Vous pouviez les utiliser comme des robots ou des machines. Et il y a quelque chose de cet ordre actuellement qui est une très lourde menace pour nos sociétés. Et ce ne sont pas quelques pédopsychiatres ou psychanalystes marginaux qui le soulignent. C'est la masse de ces professions qui sont conscientes du danger. Après qu'il y ait aujourd'hui de nombreuses personnes dans les universités, les associations professionnelles qui ne sont pas conscientes du danger, bien sûr que c'est le cas. Donc on ne va pas faire des conflits d'autorité en disant « mon pédopsie dit que » et le tien dit que. L'immense majorité des médecins ont injecté leurs patients avec les injections expérimentales anti-Covid en pensant que ça les protégerait. En attendant, toutes les statistiques montrent aujourd'hui, celles dont on dispose, par exemple en Angleterre, les Français cachent soigneusement ces statistiques, que les injectés meurent beaucoup plus dans toutes les tranches d'âge que les non-injectés. Vous voyez, ces médecins ont participé à une dérive. Et donc qu'il y ait à Santé Sexuelle Suisse ou dans les universités qui aujourd'hui sont en pleine dégénérescence, par ailleurs, des gens qui sont convaincus que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste naturel malheureusement dans le paysage actuel, mais de grâce, écoutons les voix qui connaissent le sujet, écoutons les voix qui ont de l'expérience et de la compétence, mais surtout qui ont comme priorité la compréhension du développement psychique de l'enfant, de ses besoins et notamment de son besoin d'être protégé de ce que ces programmes véhiculent pour que nous puissions mettre en échec quelque chose qui... De nouveau, on ne fera pas de moi un prude, et je vous rappelle qu'en anthropologie, on s'intéresse beaucoup à la sexualité, et qu'il y a toute forme de sexualité qui existe à travers l'espace et le temps. Donc, c'est pas de moi qu'on fera un prude rétrograde, relevant de je ne sais quelle idéologie, ceci ou cela. Mais il y a danger, il y a péril en la demeure, on s'attaque aux enfants, comme on l'a fait pendant la crise Covid, et donc nous devons absolument être intraitables sur ces questions, pour leur bien, et pour assurer... la protection de l'essentiel pour les générations à venir. À demain.